Dans plusieurs camps de concentration et d'extermination, à Buchenwald, Dachau ou Ravensbrück, des déportés ont pris le risque de prendre des photos pour documenter dans l'enfer dont ils étaient les involontaires pensionnaires. Comment se sont-ils procuré cet appareil photo? Comment ces photos ont été prises? Que montrent-elles? Comment les lire? Peut-on parfois seulement les lire? Ce sont les nombreuses questions du documentaire de Christophe Cogniet, À pas aveugle, qui raconte les histoires de ces photographies. Et pour nous les raconter, son réalisateur. Christophe Cogniet, bonjour. Bonjour. Factuellement, pouvez-vous nous décrire l'origine des photos qui sont le socle de votre documentaire? Alors, il n'y a pas de généralité, donc à chaque fois, à chaque occurrence, d'une certaine façon, il y a une origine différente, il y a des histoires différentes. Voilà. Donc il y a 11 photos qui ont été faites à Buchenwald en juin 1945 par un déporté français qui s'appelait Georges Angéli, qui lui qui avait une vingtaine d'années, qui était un apprenti photographe et qui, à l'entrée dans le camp, au moment du déshabillage et de la désinfection, a été un SS est passé en disant: est-ce que parmi vous il y a des photographes? Il a levé la main, alors que d'habitude la consigne c'était plutôt de dire qu'on fait qu'on est maçon ou qu'on a des fonctions physiques et pas intellectuelles. Et donc il a été pris dans le laboratoire du camp, qui était une situation relativement protégée par rapport aux autres, puisqu'il travaillait assis dans un endroit chauffé, il n'était pas soumis aux coups de schlag, comme les gens qui travaillent à la carrière, par exemple, et tout ça. Il en a conçu une sorte de conscience en se disant: il faut que je fasse quelque chose. Il a trouvé des appareils dans le magasin de ce bâtiment dédié à la photographie. Et un dimanche après-midi où les déportés à Buchenwald n'étaient pas soumis au travail obligatoire, il a planqué son appareil dans des journaux comme ça autour de son bras. Il a fait le tour du camp, protégé par 3 autres de ses camarades, un peu à distance comme ça, parce qu'ils avaient plus peur d'une certaine façon des autres déportés qui pouvaient les dénoncer que des SS qui étaient à l'extérieur du camp, qui étaient dans les tours autour du camp, mais dans les miradors, mais qui n'étaient pas à l'intérieur. Et voilà, donc il a fait ses photos. Après, il a d'abord caché la pellicule impressionnée dans le service photographique qui a été bombardé en août. Il a réussi à retrouver dans les décombres de ce bombardement ces deux pellicules qu'il avait impressionnées, et les a enterrées au pied de sa baraque. Et à la sortie du camp, à la libération, il a déterré, il a ramené chez lui. Un autre déporté à Dachau sur lequel j'ai très peu d'informations, qui a fait 3 photos clandestines, qui lui aussi, comme Georges Angéli à Buchenwald, faisait partie du service photographique du camp, mais qui en plus, lui, n'était pas dans le laboratoire, lui avait l'autorisation de faire des photos pour le compte des SS qui documentaient la construction des camps et l'évolution des camps. Ça c'était voilà. Et donc il avait un laissez-passer, lui. Et il a fait quelques images clandestines en plus de ces images officielles, mais j'en sais pas beaucoup plus. Après il y a les images qui pour moi sont les plus impressionnantes, qui sont des femmes à Ravensbrück qui font des photographies clandestines. Alors il y a 3 femmes, il y a 5 photos et 3 femmes qui sont portraiturées. C'est des femmes lapins, c'est-à-dire c'est des cobayes qui subissent les expériences médicales faites à Ravensbrück, qui pensent qu'elles vont être exécutées avant la fin du camp, et qui font tout ce qu'elles peuvent pour témoigner de ce qu'elles ont vécu. Donc il y a des récits écrits qui passent par les réseaux de résistance de ce qu'elles ont vécu. 3 femmes polonaises, hein. Ce sont des Polonaises, là, sur l'image, mais des cobayes, il n'y avait pas que des Polonaises. Il y avait d'autres nationalités, mais là, ce sont des Polonaises, ce sont des très jeunes femmes, elles ont une vingtaine d'années. Et elles s'arrangent entre elles, donc, pour acheter un appareil photo à une arrivante contre de la nourriture.
pour prévoir. Alors on pense que c'est en novembre, fin octobre, début novembre 1944 que les images sont faites. Et elles s'arrangent pour, à côté de leur baraque, construire une sorte presque, il y a vraiment une intelligence de l'image, presque comme ici un petit studio photographique avec le soleil, avec des femmes surveillent la prise de vue. Donc voilà, 5 photographies. Et d'ailleurs, ce qui est assez émouvant, c'est qu'elles s'habillent, elles se préparent, elles s'apprêtent pour la photographie. Et il y a tout un travail entre le montrer et le non montrer, entre la pudeur, et parce qu'elles montrent leurs blessures, donc elles se dévêtissent. Il y en a une qui monte sa jupe, par exemple, pour montrer sa cuisse, qui est la nudité. C'est pas facile de se montrer non seulement blessé, mais en plus avec une part de nudité. Et c'est très émouvant de voir à quelle fois il y a une élégance extraordinaire, une dignité dans ces images. Absolument, il y a une volonté d'être au plus haut de son humanité, dans des circonstances qui sont d'une humanité impensable. Exactement, mais on retrouve ça un peu dans les portraits qui sont faits. Rudolf Isar aussi fait des portraits, et les 3 Tchèques, dont un qui s'appelle Polak, Edmund Polak, je crois me souvenir, à Dora. C'est-à-dire qu'il y a l'idée que faire la photographie, c'est faire une activité normale, c'est-à-dire c'est sortir du camp d'une certaine façon, au moins le temps de la prise de vue. Donc il y a une résistance qui est une résistance évidemment factuelle de documenter quelque chose, mais dans les portraits c'est pas le cas. Il y a une résistance morale en fait qui est peut-être la plus importante puisqu'elle détermine toutes les autres en fait, la résistance morale. Donc il y a ça, puis il y a ces photos qui sont beaucoup plus connues, qui sont les photos faites à Birkano par Alberto Herrera, qui est un juif grec, qui fait des photos clandestines, alors aidé par tout un réseau interne du Sonderkommando de Birkano, et aussi avec une alliance avec les services clandestins de résistance qui sont à Auschwitz I, puisque c'est comme ça que la pellicule est parvenue jusqu'à nous, en fait, a pu sortir du camp. Parce que voilà, mais la prise de vue est faite à l'intérieur de la zone des crématoriums 4 et 5 de Birkano, donc cette excroissance du camp d'une certaine façon. Sans doute en 2 temps, c'est-à-dire il y a cette photo qui est connue, qui est avec l'horizontale penchée, on voit des femmes qui se déshabillent et qui marchent vers la chambre à gaz, qui a sans doute été prise autour en fin de matinée vu la lumière, et 2 autres photos. Alors il y en a une où on voit des arbres, qui est une photo ratée dans le sens où l'appareil s'est sans doute déclenché à un moment donné où le photographe avait pas réussi à cadrer ce qu'il souhaitait cadrer. Il faut vraiment la décrypter cette photo, c'est le de dire, dans tous les sens du terme. Voilà, donc on les voit vraiment, on comprend que la prise de vue est périlleuse. Et puis il y a d'une certaine façon le contre-champ, qui a été faite d'après la lumière plutôt l'après-midi autour de 16 heures, mais bon, on peut pas être précis à ce niveau-là, mais les ombres sont beaucoup plus longues et sont dans une autre direction, depuis l'intérieur d'une chambre à gaz avec une porte ouverte, en direction des cadavres qui ont été sortis de la chambre à gaz après la mise à mort, et qui sont transportés par les membres du Sonderkommando dans des fosses à ciel ouvert, voilà, pour la crémation des corps. Donc ces images ont été très commentées. Je pense que dans mon livre et dans le film, on voit des éléments nouveaux sur ces images, et surtout, mon travail a été de prendre les images, les photographies en tant qu'acte, autant qu'en tant qu'image. C'est-à-dire peut-être jusqu'à maintenant, on les voyait comme des images. Et ma question, moi, ça a été de rapporter la dimension physique d'une photographie qui est le moment de la prise de vue, en me basant d'abord sur mon expérience de réalisateur, de cinéaste et aussi de photographe, c'est-à-dire je sais le prix que c'est même de faire une image. Enfin, qu'une image, ça c'est pas juste une pensée en acte, il y a des circonstances pratiques, physiques, corporelles de l'exercice de la photographie. Il faut toujours ramener une image à ça, et qu'une image est la trace d'une rencontre entre un photographe et un sujet, et que c'était ça moi que j'essaye de faire dans mon livre et dans le film. D'où votre méthodologie. Il y a une méthodologie très 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 claire dans votre documentaire pour chaque photographe en fait, ou chaque groupe de photos, où il faut à la fois identifier le photographe, les circonstances de la photographie, la manière dont on a pu récupérer ces négatifs,
Et puis surtout, c'est très important parce que ce serait presque contradictoire dans un film qui est une image en mouvement, eh bien, respecter l'image fixe et la montrer aussi longtemps que possible de manière à ce que le spectateur puisse s'en imprégner. Oui, c'est ça. C'était n'étant pas historien, disons, je n'attendais pas un savoir nouveau de ces images. Je n'ai pas abordé ces images en me disant elles vont nous apprendre quelque chose des camps. Je pense que il y a un travail qui est assez extraordinaire qui a été fait depuis 80 ans d'histoire, de compréhension dans chaque endroit, en fait, dans chaque camp de ce qui s'est passé. C'est encore en cours. C'est évidemment pas achevé, mais enfin on a déjà un savoir important. Et donc c'est avec ce savoir que j'ai regardé les images. C'est presque le mouvement inverse que j'ai fait. Disons, j'ai pas attendu un savoir des images, mais c'est parce qu'il y avait ce savoir-là que j'ai pu regarder les images. Il y a des historiens qui interviennent d'ailleurs, corroborent cela, justement. Voilà, c'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est pas un film qu'on aurait pu faire même il y a 20 ans, parce que par exemple, le savoir sur les Sonderkommando, il y a 20 ans, il était pas le même que celui qu'on a maintenant, en fait, d'une certaine façon. Ça, j'insiste vraiment là-dessus. Donc, c'est un film qui pouvait se faire d'une certaine façon que de nos jours, d'une certaine façon. Voilà, ça c'est important. Et donc, ce que j'attendais moi des images, c'est pas un savoir, c'est des perceptions, en fait. Et c'est un travail de cinéma de faire de travailler la perception. C'est-à-dire, je me suis dit, est-ce que ces images peuvent nous apporter ce que j'appelle un savoir sensible, une connaissance sensible des événements, non pas une connaissance intellectuelle qu'on a déjà, et que je pense que l'image a du mal à donner, ça on peut en parler théoriquement et tout ça, et aussi en tant que praticien. Mais par contre, ce qui est irremplaçable, en fait, dans une image en particulier photographique, c'est qu'elle nous amène une sensation, un savoir sensible de quelque chose. Et cette perception, cette sensation est très précieuse, en fait, parce qu'elle vient d'une certaine façon corroborer le savoir intellectuel qu'on a par ailleurs. Et ça a été tout le sens de ma démarche d'une certaine façon. Donc, ramener la photographie à sa dimension d'acte et d'événement, aussi d'image quand même. On les regarde dans le film longtemps, on les commente, on les regarde même jusqu'au seuil de leur visibilité. Il y a des moments où on voit plus ce que c'est. Et c'est intéressant de se rendre compte qu'une image a une part de mystère qui restera tout le temps. Ah ben, en fait, on le perçoit particulièrement, enfin ben, dans chaque photo, mais particulièrement dans les photos du Sonderkommando, où vous essayez, en compagnie de l'historien Tal Brutmann, de voir ce qui peut se passer dans la tête des Sonderkommando, pour verser dans le pathos, non pour verser dans le pathos, non pour faire de la psychologie de bazar, mais savoir ce que les circonstances, comment les circonstances imposent leur gestuelle, enfin je veux dire, est-ce qu'il se passe quelque chose de particulier à ce moment-là? Et en fait, c'est impossible. C'est impossible, mais on essaye de décrire des positions de corps, par exemple, et de ces positions de corps, essayer de comprendre exactement quel est l'acte dont cette position résulte, et qu'est-ce qu'elle signifie. Alors, mais quand on les voit au travail, justement, ces gens-là, je pense encore une fois en particulier à ces photos de Sonderkommando, on découvre des professionnels, entre guillemets. Donc des professionnels, comme ce que vous l'expliquez très bien, ils sont là depuis environ 2 mois. Donc 2 mois, ils sont même plus parfois, mais enfin bon, c'est ce que vous datez. Enfin, ils sont là, on va dire depuis au moins 2 mois, et ce sont des professionnels de la crémation et puis de l'évacuation, de la disparition de ces traces. Une fois qu'on a dit ça, en fait, on est déjà dans l'impensable. Sauf que cet impensable-là, il est concret par les photos que vous filmez et commentez. Alors, on est évidemment dans l'impensable et on est vraiment dans le trou noir de nos représentations possibles, d'une certaine façon, et de représentations concrètes aussi d'ailleurs. Ce que j'ai appris dans le film, parce que et aussi dans cette recherche, parce que dans le livre, je fais la biographie de chacun des membres du Sonderkommando qui ont participé, d'après ce qu'on sait, parce que là aussi, même ça, c'est pas sûr à 100%, mais enfin, ceux dont je parle, on est sûr qu'ils ont participé, mais il y en a peut-être d'autres. Et on se rend compte que ce sont à chaque fois des gens qui sont des résistants. À chaque fois que ce sont des gens qui veulent combattre le régime nazi et qui veulent tout faire pour faire stopper ce système. Donc c'est très, très important de rajouter ça par rapport à cette idée que ce sont des gens qui... Alors professionnels, moi je dirais pas ça, mais ce sont des gens qui ont l'habitude déjà, qui ont déjà fait ça, donc qui ont un savoir-faire d'une certaine façon de ce que c'est
voilà. C'est ce que signifie oui, professionnel au sens où, voilà, il y a mais parce qu'ils l'ont déjà fait depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs mois, et que comme tout, il y a quelque chose où on acquiert un savoir-faire. Voilà. Mais ça n'empêche pas, ce savoir-faire n'empêche pas de tout faire pour faire de la résistance. Ils font partie, la plupart, du projet de saboter le Critérium 4. Ils font pour la plupart partie du projet de l'insurrection, parce qu'il y a une insurrection qui est en préparation depuis de longs mois du Sonderkommando. Donc il faut aussi penser, quand on regarde ces images et qu'on les voit comme ça, à ça. C'est-à-dire ce qu'ils ont là, sans faire de psychologie, que ce sont des gens qui attendent le moment de l'insurrection et qui attendent. Et d'ailleurs, s'ils font ces photographies, c'est bien qu'ils sont déjà en mouvement de résistance. Donc ça me semble important de le dire. Et il y a une phrase d'Alter Falginberg dont on a retrouvé le journal écrit à son retour. C'est l'historien Alban Perrin qui l'a lu, qui fait partie du mémorial de la Shoah, enfin qui est un des historiens associés. Et Alter Falginberg dit très bien qu'il y avait parmi les gens du Sonderkommando, donc ces gens qui étaient sélectionnés pour faire ce travail à l'arrivée des convois, c'est tous des juifs qui font ce travail, des gens qui se jetaient dans le feu, en fait, tellement c'était impossible pour eux de faire ce travail, en fait. Et lui, il disait, mais ça sert à rien de se jeter dans le feu, parce que c'est pas comme ça qu'on arrêtera le processus. Il faut survivre, justement. Voilà, donc il faut penser à ça, je veux dire, quand on dit ça et qu'on regarde ces images, tout ce contexte, parce que je pense que du coup, on a le regard qu'on porte sur eux, là, est différent qu'on a tous en tête. Et c'est intéressant comme discussion, parce que du coup, ça montre ce que j'ai essayé de faire. C'est avec tout ce savoir qu'on regarde les images. Mais si on n'a pas ce savoir et qu'on attend des images en savoir, on se trompe, on peut se tromper. On peut déduire des images des choses qui ne sont pas conformes à la réalité. C'est-à-dire une image est très polysémique et peut vraiment nous induire en erreur. Voilà. Donc c'est tout ce savoir des historiens. Et c'est pour ça, dans le film, le travail que j'ai fait, c'est comme j'avais écrit le livre avant le tournage, et que je connaissais très bien ces images, puisque je m'étais astreint dans le livre à les décrire chacune de manière très simple, c'est-à-dire sans métaphore, vraiment faire de la description, pas rajouter des images aux images, d'une certaine façon, faire cette espèce de métaphore. Je confronte le savoir que j'ai sur ces images avec le savoir que chacun des historiens a des endroits de Ravensbrück, de Buchenwald, de Narau, etc. Et donc on a une vraie discussion. C'est pas des entretiens comme on fait parfois en documentaire. C'est une discussion entre quelqu'un qui a un savoir sur les images et quelqu'un qui a un savoir sur l'histoire. Vous travaillez ensemble. On travaille ensemble devant la caméra. Voilà, c'est exactement ce. Et avec l'équipe de tournage aussi, qui est impliquée, puisque j'avais mis aussi des micro-HF aux membres de l'équipe qui pouvaient intervenir quand ils voulaient. Voilà. Et l'idée derrière, c'est d'inviter le spectateur à venir avec nous chercher aussi. Et je sais que j'ai un ami qui avait vu le film et qui, en sortant, me dit « Mais c'est scandaleux, il y a tel truc dans telle image que j'ai vu dont tu parles pas ». Et je dis, c'est justement ce que je voulais, c'est que les spectateurs deviennent des spectateurs actifs et qui recherchent avec nous, puisqu'évidemment, on ne peut pas, le film dure 1h49, on ne peut pas épuiser ces images en aussi peu de temps. D'ailleurs, on ne pourra jamais les épuiser, et vous, quelqu'un d'autre qui les regarderait ou qui verrait le film, va forcément voir des choses que nous, on ne veut pas, si on agit et si on les regarde avec la volonté d'y découvrir quelque chose. Alors, votre film s'intitule À pas aveugle, c'est une évidente référence au roman de Leib Rauschmann, roman écrit en yiddish de Leib Rauschmann qui s'appelle À pas aveugle de par le monde. Mais À pas aveugle, c'est évidemment un titre paradoxal pour un film qui met en lumière des photos. Donc, pourquoi avez-vous choisi ce paradoxe? Alors, il y a plusieurs choses. En fait, avec mon film précédent, parce que j'étais peintre qui était sur les œuvres clandestines faites dans les camps, je pensais d'une certaine façon des œuvres donc dont dessin et peinture, principalement dessin, dessin, aquarelle. Je parle très peu des petites sculptures qui ont été faites dans le camp. Donc c'est œuvres plastiques, disons, en 2 dimensions, le corpus.
Et c'est là que j'ai fait cette recherche pendant 5 ans dans l'ensemble des mémoriaux, des musées, des lieux de conservation des images. Je pensais en avoir d'une certaine façon fini. Et à cette époque-là, j'avais rencontré déjà ces photographies. Je les avais pas insérées dans le film sans savoir exactement pourquoi intuitivement. Et c'est en allant à la présentation je me souviens très bien, d'une revue dirigée par Yannick Enel sur À pas avec de par le monde de Lem Rochouane que je connaissais pas et que j'ai eu une espèce d'intuition où je me suis rendu compte que pour faire un dessin, il faut avoir vu. Mais on n'est pas obligé d'être en face du sujet au moment où on fait l'image. C'est-à-dire on peut faire l'image de mémoire, par exemple le soir dans le bloc ou au retour même, comme ça a été fait. Ou en tout cas on peut faire quelques traits, puis après les reprendre, etc. Mais par contre il faut avoir vu. Une photo c'est exactement le contraire. Je peux faire une photo en fermant les yeux, mais je suis obligé d'être physiquement là, devant le sujet en fait. Donc cette question qui renversait le rapport entre voir et présence, entre voir et corps, je me suis dit il y a un autre film à faire là-dessus. Il faut absolument que je fasse un film là-dessus. Et cette question du corps et une question du regard et une question de cinéma. Donc il y a vraiment quelque chose d'intrinsèquement filmique et cinématographique dans cette question. Donc c'est parti de là parce que je me souvenais de Georges Angéli que j'avais rencontré. Il est mort en 2010, je crois. Enfin, c'est quelqu'un que j'avais rencontré à plusieurs reprises. Qu'il avait justement fait ces images avec le corps. Je disais c'est une prise de corps et pas une prise de vue puisqu'il ne visait pas. Je me souvenais aussi de ces images d'Alberto Herrera dont on peut penser qu'en tout cas les deux premières n'ont pas été visées, qu'elles ont été prises la main tendue, puisqu'il y en a une qui est en contre-plongée, qui filme des feuillages comme ça. Donc j'avais ces deux corps, enfin ces deux types d'images en tête, et je me suis dit ces images ont été faites sans être visées, donc il y avait le côté aveugle un peu, voilà. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission cinéma sur Academ. Merci. Et peut-être il était sous l'ombre de la baraque, le baraquement 34, ouais. Hein, où nous venons de passer. C'était justement le baraquement des Français. Oui. Là, on est dans l'infirmerie. Ceux qui ont les tenues rayées sont les infirmiers et les autres sont les malades. Il a enveloppé l'appareil dans un papier journal. Il a juste fait un trou pour l'objectif, évidemment, et un trou pour la molette. Il ne voyait pas, il ne visait pas quand il faisait la photo. C'est très important. Il a fait la photo avec son corps et pas avec son œil. Donc peut-être que petit à petit, il est devenu de plus en plus hardi dans son activité de photographe clandestin. On constate exactement chez lui, mais on sait à quel point c'était dangereux. Moi, je suppose que c'est à peu près à cet endroit-là, en fait. Et donc là, il y avait une ouverture pour qu'il puisse faire la photo. Ici, il y avait aussi des ouvertures de ventilation ou au contraire servant à mettre le cyclone B. Tutaj w tej ścianie, Il y en avait deux ici dans ce mur. a trzeci był w komorze gazowej. Et le troisième était déjà dans l'autre chambre à gaz. Et si on pouvait reconnaître un visage, si on pouvait identifier une de ces femmes, cette image serait irregardable.